Bonsoir et bienvenue dans notre édition du soir. Comme toujours, priorité à l'actualité européenne et internationale. C'est parti pour 16 minutes d'infos. À la une ce soir, la suite du feuilleton qui oppose l'Italie à Bruxelles. Pour la deuxième fois, la Commission européenne a recalé le budget italien jugé trop dépensier. Mais Rome assume et joue même la provocation. Les migrants, c'est l'autre dossier sur lequel le gouvernement italien se veut intraitable, mais certains dans le pays font de la résistance. Nous sommes allés à Palerme, où le maire défend ardemment une politique d'ouverture. En France, une partie des Gilets jaunes ne désarme pas et les autorités haussent le ton alors que des incidents violents ont encore émaillé le mouvement. La situation est particulièrement tendue à La Réunion. Et puis, nous reparlerons du Yémen où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Le dernier cri d'alarme est celui de l'ONG Save the Children qui publie un chiffre effarant, 85 000 enfants morts en 3 ans. Le budget italien ne passe décidément pas à Bruxelles. Une nouvelle étape a été franchie dans le bras de fer entre Rome et la Commission européenne. Une de plus vers d'éventuelles sanctions. Les explications de Grégoire Laurie. La bataille se poursuit entre l'Italie et la Commission européenne. L'institution rejette toujours le projet de budget présenté par le gouvernement populiste italien car il s'éloigne des règles du pacte de stabilité et de croissance. Le commissaire en charge des affaires économiques souligne les risques de ce plan. Qui va payer la facture pour ces dépenses supplémentaires? Nous continuons de penser que ce budget comporte des risques pour l'économie italienne, pour ses entreprises, pour ses épargnants et pour ses contribuables. Le leader d'extrême droite et vice-premier ministre italien Matteo Salvini préfère ironiser sur la lettre envoyée par la Commission. J'attends aussi celle du Père Noël. Nous discuterons poliment comme nous l'avons toujours fait. Avec un déficit public évalué à 2,4% du produit intérieur brut en 2019, le gouvernement italien estime qu'il s'agit du meilleur projet pour relancer l'économie. Cette commission, qui est seulement inquiète parce que ce projet de budget ne va pas réduire la dette publique italienne, c'est la même commission qui, jusqu'à hier, nous a forcés à faire des choix qui ont augmenté la dette italienne. Face à une commission en fin de mandat, le gouvernement italien pense avoir les cartes en main pour contester les décisions de l'institution. Toutefois, la route est encore longue avant d'éventuelles sanctions contre l'Italie. Il faudra pour cela obtenir l'évaluation de la zone euro, puis le feu vert des États membres, avant une mise en œuvre au printemps prochain de la procédure pour déficit excessif. Les portes du dialogue ne sont pas complètement fermées. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, rencontrera samedi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ce pourrait bien être la dernière tentative de résoudre les tensions et d'éviter le scénario du pire dont personne ne veut. Elena Cavallone, Euronews, Brussels. C'est l'autre cheval de bataille du gouvernement italien, mettre un frein à l'afflux de migrants. Pourtant, certains élus défient ouvertement la Ligue de Matteo Salvini. Notre correspondante Giorgia Orlandi en a rencontré un. Voyez plutôt. Nombreuses sont les cultures qui ont façonné Palerme. Des influences grecques, romaines, byzantines, musulmanes, normandes ou encore espagnoles ont laissé leur empreinte dans la capitale sicilienne. Avec la vague d'immigration de 2014, près de 600 000 migrants ont accosté en Italie. Beaucoup ont atterri ici. Pendant ses 5 mandats, Leoluca Orlando, le maire de Palerme, a œuvré à transformer l'ancienne capitale de la mafia en capitale de la culture. Aujourd'hui, son combat se joue aussi aux côtés des migrants. En juin dernier, Leoluca Orlando était l'un des rares hommes politiques italiens à défier les positions du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Ce dernier refusait que le navire humanitaire Aquarius, au secours des migrants en Méditerranée, ne débarque en Italie. Le maire de Palerme, lui, le soutenait. Sa ville était prête à l'autoriser à accoster dans son port. Quand quelqu'un me demande combien d'immigrés vivent à Palerme, 30 000, 40 000, 80 000 ou 100 000,
Je réponds personne. Celui qui habite à Palerme est un palermitain. Je ne fais aucune différence entre ceux qui sont nés dans la ville et ceux qui y vivent. C'est une expérience faite par un amateur de philosophie qui est aussi le maire de la ville. Mon objectif est de libérer la ville de la honte du passé, la mafia qui tuait des gens. L'approche du ministre Salvini ressemble à celle du début du fascisme. On peut dire que nous ne jouons pas sur le même terrain. Salvini joue au volleyball et moi au cricket. Ce sont deux sports différents, avec des règles du jeu et des valeurs différentes. Palerme continue de se transformer au gré des nouvelles influences. Le marché de Ballarò, vieux de 100 ans, est une mosaïque culturelle. On y trouve des spécialités siciliennes, mais aussi des denrées venues d'Asie ou d'Afrique. Dans ce qui était autrefois le quartier le plus dégradé de la ville, de jeunes entrepreneurs sont venus investir. Cet espace de coworking et de restauration a été créé en 2014. Une équipe de 27 personnes y travaille. Elles viennent d'une dizaine de pays différents. Ibrahima est un client régulier. À Palerme, un immigré ne se sent pas différent d'un Italien qui est né ici. Ici, un immigré participe directement aux activités sociales, économiques et politiques de la ville. Arrivé il y a 10 ans, Ibrahima est aujourd'hui le président du Conseil des cultures de la ville. Désormais palermitain, il confie ne plus vouloir partir. Des blocages qui résistent, d'autres évacués et une situation toujours explosive à La Réunion. Le mouvement des Gilets jaunes a beau faiblir en nombre, le bilan des incidents et des blessés s'est alourdi. Le point avec Louise Brozolo. Jets de projectiles et cocktails Molotov. Au 5e jour du mouvement des Gilets jaunes, les tensions avec les forces de l'ordre continuent de secouer La Réunion. Une flambée de violence comme l'île n'en avait plus connue depuis près de 30 ans. Un couvre-feu a été instauré. Malgré les débordements, les blocages contre la hausse du prix de l'essence continuent. Les Gilets jaunes demandent la tête du président français. Il veut jouer à tête dure, il veut la révolution de mai 68. S'il veut la révolution de mai 68, il va l'avoir. Après un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur qui fait état de 2 morts et plus de 550 blessés en France depuis le début de la mobilisation, le gouvernement maintient sa ligne de fermeté. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. La contestation s'est aussi invitée à l'Assemblée nationale sous la forme d'un gilet jaune. Le député du Parti radical de gauche, Jean Lassalle, a provoqué une suspension de séance. Allez manifester hors de cet hémicycle. Dans l'Hexagone, le mouvement des Gilets jaunes peine à s'organiser. Quelques blocages de dépôts pétroliers et d'axes routiers subsistent. Mais la mobilisation est en recul malgré le ralliement d'un premier syndicat en soutien au mouvement. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour bloquer la capitale française ce samedi. Carlos Ghosn va-t-il entraîner Nissan dans sa chute 2 jours après l'arrestation du patron du numéro 1 mondial de l'automobile? La firme japonaise à l'origine des accusations de malversation pourrait, elle aussi, être poursuivie. Le récit de Sandrine Delorme. Le groupe Nissan pourrait lui aussi faire l'objet de poursuites judiciaires après la spectaculaire arrestation du président de son conseil d'administration Carlos Ghosn sur des soupçons de malversation. Ni Nissan ni le bureau des procureurs de Tokyo n'ont confirmé cette information. Selon des médias locaux, le parquet estime que si faute il y a, la responsabilité en incombe aussi à l'entreprise en tant qu'entité morale. Les enquêteurs envisageraient d'entendre l'actuel patron exécutif de Nissan, Hiroto Saikawa. En France, le conseil d'administration de Renault a demandé à Nissan de lui transmettre tous les éléments de son enquête interne sur les malversations présumées de Carlos Ghosn et a désigné Thierry Bolloré, numéro 2 de l'entreprise, pour assurer l'intérim. Carlos Ghosn conserve donc pour l'instant son poste chez Renault. Nissan doit se prononcer en revanche demain sur son limogeage. Mitsubishi Motors entendrait également le démettre rapidement. Lâché de toutes parts, Carlos Ghosn est toujours détenu à Tokyo où il a été arrêté lundi en descendant de son jet privé.
Les médias japonais ont annoncé ce matin que sa garde à vue venait d'être prolongée de 10 jours. Patron le mieux payé du Japon, Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir caché près de la moitié de ses revenus de juin 2011 à juin 2015 et d'avoir utilisé des biens de l'entreprise à des fins personnelles. C'est une visite qui suscite des grincements de dents en France. Le régent des Émirats arabes unis est à Paris. Il a été reçu par le président Emmanuel Macron. Or, une plainte qui pourrait être lourde de conséquences a été déposée contre lui. Stéphanie Morbe. La France soigne ses relations avec les Émirats arabes unis alors qu'Emmanuel Macron déjeunait en tête-à-tête ce mercredi avec le prince héritier d'Abu Dhabi Mohamed Ben Zayed. Loin des caméras, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian rencontrait, lui, son homologue émirati pour signer des accords de coopération entre les deux pays. La visite de l'homme fort des Émirats intervient alors qu'il est visé en France par une plainte pour complicité d'actes de torture et de crimes de guerre au Yémen. Une plainte initiée par l'ONG Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés, dont l'avocat nous explique l'objectif. Il y a un premier objectif court terme, c'est de faire prendre conscience aux autorités françaises qu'on ne peut pas s'allier avec n'importe qui et que sous prétexte de business, on ne peut pas tout accepter. Et puis, il y a un autre but plus long terme qui, là, ne vise pas directement Mohamed Ben Zayed, mais qui vise également tous les dictateurs ou tous les massacreurs de la planète. C'est de dire que, attention, lorsque vous venez en France, le droit français et les juridictions françaises, dans leur indépendance, peuvent juger ce que vous avez fait. Et c'est pas parce que vous tuez, vous massacrez à 10 000 km d'ici que votre impunité sera accordée. Une guerre sanglante fait rage au Yémen depuis 2015 et le pays connaît la pire crise humanitaire au monde. Les forces gouvernementales, appuyées par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, affrontent les rebelles houthis. Emmanuel Macron pousse à des pourparlers de paix dans ce pays, mais en même temps, il soigne les Émirats, l'un des principaux acheteurs de matériel militaire français et allié stratégique de Paris. Cette plainte intervient alors qu'une autre ONG, Save the Children, dresse un terrible bilan chiffré de la guerre au Yémen. Bombardés, affamés, les enfants paient le plus lourd tribut. Le commentaire de Maxime Bios-Duplan. Combien de temps les enfants du Yémen vont-ils continuer à mourir de faim ? L'ONG Save the Children estimait ce mercredi qu'en 3 ans seulement, 85 000 enfants sont morts de faim ou de maladie à cause du conflit qui déchire le pays. Le conflit en cours au Yémen a apporté l'insécurité alimentaire dans le pays. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à une nourriture suffisante ou à un type de nourriture approprié. En plus, il y a des épidémies de maladies et d'infections telles que le choléra, la rougeole et le paludisme, la pneumonie. Et la combinaison de tous ces facteurs a conduit à une sous-nutrition généralisée dans le pays. 14 millions de personnes, dont la moitié d'enfants, sont menacés de famine, ce qui en fait la pire crise humanitaire du monde. Et sans réelle pression occidentale, l'hécatombe continue. Je ne pense vraiment pas que les différentes parties impliquées dans la guerre soient disposées à faire des compromis pour mettre fin à la guerre. Donc malheureusement, je pense vraiment que cela va durer au moins plusieurs mois, sinon des années. Plus des 3/4 des 22 millions d'habitants du Yémen dépendent désormais de l'aide alimentaire pour survivre. Et les combats entre rebelles houthis et forces gouvernementales soutenues par la coalition saoudienne font toujours rage. Une page culture pour terminer, direction Florence, où un artiste chinois célèbre à sa manière l'esprit de la Renaissance. Maxime Bios-Duplan vous en dit plus. Un magnifique feu d'artifice et en plein jour. C'est l'œuvre de l'artiste chinois Cai Guoqiang, venu à Florence en Italie célébrer la période Renaissance à sa manière. Et c'est justement aux Offices de Florence, là où se trouve le Printemps de Botticelli, que commence l'exposition Flora Commedia de Cai Guoqiang. L'esprit de la Renaissance est un esprit de libération personnelle et de connaissance de la nature. Les fleurs et les plantes reflètent ce thème. Ces toiles sont réalisées, cohérence avec les feux d'artifice, avec de la poudre à canon.
Kai Guo-Chang a étudié pendant 1 an la peinture de la Renaissance à Florence et ses rapports avec la nature et la botanique. Il s'est rendu spécialement dans les jardins de Boboli et a mis au point cette séquence vraiment étonnante de peinture florale, d'explosion de fleurs, et qui décline les aspects de la grande peinture de Botticelli du printemps, l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire. L'exposition Flora Commedia s'étend sur une dizaine de galeries des Offices. Elle est à voir jusqu'au 17 février. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.